Là, vous avez le plan de la présentation. Comme c'est le jour de la semaine, 7 points. Je vais parler un petit peu de définition, de certains mécanismes, de certains dangers versus nouvelles transformations qui sont proposées aujourd'hui autour des communs. Du droit à la ville, parce que 1968-2018, c'est les 50 ans du droit à la ville d'Henri Lefebvre. Les liens qu'entretiennent les biens communs avec le développement des territoires, là c'est plutôt des approches de ce qu'on appelle le mouvement des territorialistes. Je vais faire le lien avec ce qu'on appelle le nouveau municipalisme aujourd'hui, l'autogouvernement et ce dont a parlé un peu Jonathan Piron tout à l'heure, le renouvellement démocratique. Et ensuite, pour finir avec ce qu'on appelle les communs urbains et les nouveaux tiers-lieux. Vous avez, dans les nouveaux communs urbains, vous avez un corpus de mots qui ont permis la réalisation d'un lexique des communs, un lexique des mots. Alors, les nouveaux communs, les biens communs, les communs, le commun au singulier, les biens communs, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas avoir le temps de répondre à cette question, mais j'ai la chance, vu que j'ai la chance d'essuyer les plats ce matin, je vais tenter de préciser quelques-unes de ces définitions, ou encore pratiques autour des communs qui vous permettront de percevoir la richesse, mais aussi parfois la confusion que recouvrent certains de ces vocables. Mais je voulais profiter d'abord de faire parler quelques commoners, quelques théoriciens, théoriciennes, praticiens et praticiennes qui sont confrontés aux réalités de terrain, à la complexité de la notion, de cette notion en phase de réémergence. Tout d'abord, Eleanor Ostrom, dont on a parlé un petit peu avant, politologue américaine, prix Nobel d'économie en 2009 pour son analyse de la gouvernance économique et en particulier des biens communs comme ressources naturelles. Pour elle, il n'existe pas un modèle de commun car ceux-ci se réinventent à chaque fois en fonction du contexte local, de ceux qui les portent, de la ressource à gérer. On voit clairement dans l'approche d'Eleanor Ostrom qu'à la différence de nombreux économistes, elle ne considère pas les biens pour eux-mêmes, mais dans leur relation avec des groupes sociaux qui participent à leur production ou maintien. Pour Christian Laval, Darto et Laval, c'est le livre rouge qui est posé là. Lorsqu'on parle de commons, donc en anglais, qu'on traduit plus spécifiquement par commun au pluriel, on parle plutôt de l'ensemble des pratiques collectives d'une communauté déterminée, de règles d'organisation et d'exploitation de ressources considérées collectivement comme des ressources communes. Ce sont des pratiques très anciennes. On a une résurgence aujourd'hui, mais ces pratiques sont très anciennes et que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés. Ce sont par exemple les usages des forêts, comme on a pu le voir précédemment, des chemins, des étangs, des pâtures. Pour Michel Boens, dont on a déjà parlé un peu aujourd'hui, les communs désignent en réalité un nouveau régime de valeurs. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel changement se produit selon lui. Les communs, affirme-t-il, sont une réponse à l'échec du marché et de l'État, à une crise systémique où la nature extractive du système économique actuel met la planète en danger. Pour Stefano Rodotà, c'est ce fameux juriste italien, aujourd'hui décédé, mais qui a mené la fameuse commission Rodotà en 2007-2008. Les biens communs sont tous ceux qui contribuent au libre développement de la personnalité et doivent donc être soustraits à la logique destructrice du profit et du court terme, afin de préserver le monde qu'habiteront les générations futures. Quant à David Bollier, qui est un théoricien également des communs, je ne vois pas la définition là, il caractérise les communs comme des ressources partagées, co-gouvernées par leur communauté d'utilisateurs selon les règles et les normes de ces communautés. Pour lui, les communs proposent un nouveau modèle social et économique, ce qui est parfois un peu dur à comprendre car nous n'avons pas encore tout à fait les mots aujourd'hui pour en parler. C'est encore, les définitions ne sont pas fixes et c'est ce qui fait aussi la richesse des communs. Pour Frédéric Sultan, qui s'est inspiré d'écrits de Philippe Aigrin, il y a une définition que j'aime bien actuellement, dit-il. C'est l'idée que les biens communs sont un laboratoire de gouvernance. Cela implique que c'est d'abord un processus, que c'est quelque chose de vivant et que cela nécessite des expérimentations. C'est une définition qui me paraît très ouverte. Pour Lionel Morel, qui est un Français qui a beaucoup travaillé sur les droits du livre, l'angle le plus simple par lequel il appréhende les biens communs, c'est à travers la question de la propriété. Vous verrez qu'en fait, la question de la propriété est centrale au commun. On est, dit-il, dans une optique de bien commun à partir du moment où l'on est en groupe. La notion de bien commun
est pour lui éminemment lié à la dimension collective, à l'action collective, à des communautés concrètes qui se rassemblent autour d'un intérêt et de pratiques qu'elles ont en commun. Pour faire court, on peut dire que les communs fonciers, donc c'est ceux plutôt qui étaient traités précédemment par Elinor Ostrom dans ses travaux des années 80 et des années 90, c'est l'objet traditionnel de recherche, ont évolué vers les nouveaux communs, on dit les communs informationnels, les communs de la connaissance, les communs intellectuels, sans oublier aujourd'hui les communs urbains, mais qui regroupent d'autres communs qui ont déjà préexisté. Disons qu'en synthèse, on peut dire qu'un commun, c'est une ressource, une communauté et des règles. C'est ce qu'il faut pour constituer un commun. Et surtout, il n'y a pas de commun sans commoneur, sans commoning, sans l'action de commoning, sans l'agir ensemble. Étonnamment, ça ne doit pas apparaître ici, là, mais... Alors, quels mécanismes sont à l'œuvre aujourd'hui dans nos territoires? Pour cela, il faut faire un petit détour rapide vers le Moyen-Âge tardif, c'est-à-dire vers le XVIIe, XVIIIe, afin de parler des mouvements des enclosures, particulièrement développés au XVe et XVIe siècle, est un épisode marquant de l'histoire anglaise, au cours duquel les forêts, les prairies, les zones de pêche ont été confisquées par les possédants qui voulaient utiliser ces ressources pour s'enrichir avec ces marchés émergents. Comme le dit très justement David Gollier, parler d'enclosure, c'est donc commencer à critiquer l'attitude du marché et être capable de pointer du doigt son dysfonctionnement. C'est remettre en cause le fait que les échanges monétaires ou financiers apportent nécessairement progrès et développement humain. Gollier affirme que le terme privatisation entretient le préjugé selon lequel il n'existerait réellement que deux types de gouvernance et de gestion, publique par le gouvernement et privé par les entreprises opérant à travers le fameux marché. Mais cette dichotomie est trompeuse, nous dit-il, quant au terme d'enclosure, il met en avant cette dépossession, contrairement à celui de privatisation, dont l'antidote est plus de contrôle par le gouvernement, ce qui n'est pas non plus la solution. Certains auteurs, Boyle en particulier dans un article de 2003, soutiennent que les communs informationnels sont inséparables de la seconde enclosure, que constitue le durcissement considérable de l'API, de la propriété intellectuelle, auquel on a assisté depuis les années 70, qui se sont accélérées ensuite dans les années 80, avec aux États-Unis, qui a précédé Bush, et Notre-Dame-de-Fer en Angleterre, qui a fait aussi pas mal d'efforts par rapport à la protection intellectuelle. Pour donner un exemple concret, on considère en effet que les semences libres constituent un exemple type de ressources assimilables à des communs. Les semences peuvent faire l'objet en Europe d'un droit de propriété intellectuelle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les COV, les certificats d'obtention végétale. L'enclosure prend la forme d'une inclusion forcée dans le marché de biens qui auparavant en était protégé. Et on peut même dire que l'enclosure vise alors explicitement à la marchandisation du bien. L'enclosure du bien commun que constituent les semences traditionnelles n'a donc pas ici la même nature que celle qui a frappé les terres ou l'eau. Elle constitue en une exclusion forcée du marché. Aujourd'hui, parler de nouvelle enclosure, c'est parler de l'agenda néolibéral qui s'approprie tout pour une accumulation du capital par la classe dominante. À l'exemple du capitalisme léthargique à l'œuvre sur nos territoires, il n'est pas besoin de vous expliquer en détail comment des acteurs tels que les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et autres Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber et autres, opèrent de véritables raids sur nos territoires. Ainsi, on peut s'interroger sur la gadgetisation des territoires, leur réduction à de futiles objets jetables qui les inscrit encore davantage dans la marchandisation. Le problème central est de savoir ce que peuvent être les communs et comment ils peuvent se développer à l'intérieur du capitalisme contemporain aujourd'hui. Pour le juriste italien Stefano Rodotà, les biens communs remettent en question deux catégories fondamentales de la modernité. La souveraineté et la propriété dont on a parlé tout à l'heure. En cela, il nous faut revisiter la propriété pour construire les communs
comme le détaille avec force Fabienne Orsi, qui, avec deux collègues, a publié La Brique, que vous voyez à gauche, qui en fait, à la base, devait s'appeler le Dictionnaire critique des communs, mais qui a malheureusement changé de nom à cause de l'éditeur qui n'a pas suivi. La propriété, nous dit-elle, est souvent envisagée comme ne pouvant être que privée et exclusive. Cela explique que le commun est souvent considéré comme une troisième voie entre, comme on a vu tout à l'heure dans le schéma, entre une propriété publique et une propriété privée, entre l'État et le marché de l'autre côté. Alors quel danger versus nouvelle transformation autour des communs aujourd'hui? Comme le souligne Yann Brossard, la ville contemporaine est un espace profondément contradictoire. Elle est aussi un lieu de production, d'échange et de mixité qu'un lieu de ségrégation et d'inégalité. Dans les métropoles contemporaines, où sont majoritairement situés les gisements d'emploi, l'extrême richesse côtoie la grande pauvreté, mais finit par, comme on le voit très souvent, par la chasser. Dans un contexte de mise en concurrence, les villes sont prises dans des pressions macroéconomiques. Elles développent des politiques urbaines dites de l'offre, avant tout tournées vers les investisseurs, les cadres et les classes supérieures, qu'elles cherchent à attirer dans une logique de croissance économique plutôt que de réduction des inégalités ou de redistribution des ressources. Les pans entiers du secteur immobilier sont financiarisés et le rôle des acteurs privés tend à augmenter dans la production urbaine. Les formes de privatisation, d'enclosure partielle ou ponctuelle, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ainsi, l'Europe a adopté les fameux PPP dont on a parlé tout à l'heure, les partenariats publics-privés, dans les années 2000. Le PPP est donc devenu en quelques années un moyen incontournable pour les acteurs publics d'alléger leurs dettes tout en continuant d'entretenir les services publics et d'en construire d'autres quand cela est nécessaire. Le PPP, concrètement, c'est un contrat passé entre un acteur public et un acteur privé pour gérer un service public. Malheureusement, le PPP s'est imposé comme le nouveau mode de gouvernance des collectivités locales. En cela, le PPP est renforcé par de nouveaux outils tels que les BIDS, les Business Improvement Districts. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une innovation anglo-saxonne. Vous verrez, c'est un vrai régal, promotionné par le marché international des professionnels de l'immobilier commercial. Ces BIDS, maintenant présents en Belgique, ils sont en train d'engager dans plusieurs villes de Belgique des gens qui font la promotion de ces BIDS, ne sont ni plus ni moins une privatisation de l'espace public, associant des développeurs, des associations de commerçants, des entreprises riveraines et des municipalités, peu regardantes, qui, au final, conduisent à une prise de contrôle de quartiers entiers. On a pu le voir dans plusieurs villes allemandes, de plusieurs villes anglaises, et maintenant, ça arrive aussi ici, à travers aussi certaines formes d'innovation, comme on nous vend aujourd'hui les innovations autour de la Smart Cities et de toutes ces technologies à l'obsolescence programmée, qui est d'une certaine manière une nouvelle forme d'enclosure aussi. Dans un bel essai, Luca Nivara a montré comment la perspective des biens communs est celle qui nous permet de contrer ces logiques de marché. En réalité, la dimension collective sape la distinction public-privé autour de laquelle s'est agencée la conception moderne de la propriété. Dans le registre des projets de transformation sociale et écologique, on trouve aujourd'hui une série d'initiatives émanant de citoyens, de collectifs, allant du mouvement des villes en transition, présent dans plus de 50 pays. Rob Hopkins était présent en Belgique il n'y a pas très longtemps, du mouvement des communs, de l'habitat participatif, des Community Land Trust, au tiers-lieu, à l'agriculture urbaine ou encore à l'économie sociale et solidaire, et aussi à ce dont on a parlé tout à l'heure, au coopérativisme de plateforme. De nouvelles propositions se mettent en place un peu partout, que ce soit sous la forme de nouveaux partenariats publics communs ou de partenariats publics communs privés, de nouvelles formes de conventions d'occupation ou encore à travers les chartes des communs urbains, qui sont des mécanismes en vue d'organiser le communique. Ainsi, de la critique des PPP, des propositions de communication des services publics émergent. Comme le définit Tommaso Fattori, la communication va au-delà de la simple déprivatisation du secteur public. Elle vise également sa démocratisation, ramène des éléments d'auto-organisation et d'autogestion par les habitants eux-mêmes, des biens et des services d'intérêt général. Pour prendre un exemple italien, après le référendum sur l'eau comme bien commun de 2006, la notion de commun s'est largement répandue en Italie. Un an plus tard, en 2007, afin de contrer les forces de privatisation en œuvre en Italie, une commission sur les biens publics, présidée par le fameux juriste Stefano Rodotà,
est chargé de préparer un projet de loi constitutionnel portant sur la modification des normes du Code civil en matière de biens publics. L'idée principale étant l'introduction de la catégorie juridique de biens communs associée à la reconnaissance des droits des citoyens à la jouissance de ces biens. Ces travaux conduisirent à une définition des biens communs comme choses qui expriment une utilité fonctionnelle à l'exercice des droits fondamentaux ainsi qu'au libre développement de la personne. La loi qui devait traduire ces conceptions dans le droit italien ne fut malheureusement jamais adoptée, mais les travaux de la commission Rodotà jouèrent néanmoins un rôle important dans l'essor des initiatives autour des biens communs en Italie. Aujourd'hui, l'accent n'est plus sur la logique propriétaire, mais sur la fonction qu'un bien devrait jouer dans la société. L'observation de la réalité italienne nous fournit des exemples dans lesquels la logique des biens communs commence à produire des effets institutionnels. La ville de Naples, dont on a parlé, a créé un département pour les biens communs. La région des Pouilles a approuvé un projet de loi, certes controversé, de l'eau publique. La région du Piémont mène une politique de données publiques ouvertes. En 2014, Bologne est la première ville italienne à adopter un règlement des communs. Ce règlement, adopté par délibération municipale, pose dans une première partie une définition des communs et dans une seconde partie le mode de gestion de ces communs. Ce règlement a été repris par plus de 100 villes italiennes qui l'ont adapté aux situations locales. On est parfois en Italie dans des approches qui peuvent paraître top-down, mais parfois on est vraiment dans des initiatives qui venaient beaucoup plus du terrain. On voit que dans les différents pays, que ce soit en France ou en Espagne, en France avec un système jacobin, on est beaucoup plus dans des politiques qui viennent par le haut. On peut dire que l'exemple de Gand a été plutôt un exemple aussi qui est venu par le haut, puisque ça a été une motivation qui est venue du politique, et ce n'est pas quelque chose qui a émergé naturellement, qui est venu par le bas. Comme cette année, en fait, les 50 ans du droit à la ville d'Henri Lefebvre, donc c'est cet ouvrage écrit en 1968, je vais vous lire ce petit écrit de 68 de Lefebvre, qui n'était pas un urbain. La revendication de la nature, le désir d'en jouir, détournement du droit à la ville. Cette dernière revendication s'énonce indirectement comme tendance à fuir la ville, détériorée et non renouvelée, la vie urbaine aliénée avant d'exister réellement. Le besoin et le droit à la nature contrarient le droit à la ville sans parvenir à l'éluder. Donc ça, c'était dans les écrits de 68, pas de mai, hein, c'était juste un peu avant. D'Henri Lefebvre. Créé à la fin des années 60 par Henri Lefebvre, ce droit à la ville avait pour ambition de donner une grande importance au corps social dans les processus de création de l'urbain. Le philosophe avance l'idée de fabriquer la ville ne doit pas être réservée aux élites. Intégrer les citoyens au processus de construction de la ville devient fondamental pour exercer l'égalité et la liberté d'agir. Il propose alors deux éléments essentiels à inclure dans les politiques urbaines, l'appropriation et la participation. Le droit à la ville, tel que le définissait Henri Lefebvre, était partie prenante d'un projet d'émancipation, de reprise du pouvoir par les citadins sur la production de l'espace, tant par rapport aux forces économiques, capitalistes, que par rapport aux institutions. Depuis sa création, le droit à la ville a beaucoup imprégné les travaux scientifiques. La justice sociale, la justice environnementale et les politiques de solidarité qu'on connaît aujourd'hui sont autant de thématiques qui en découlent. Néanmoins, 50 ans après sa création, le concept n'a pas réellement réussi à pénétrer le milieu politique. Si certaines communes se dotent de plus en plus de conseils de quartier, de budgets participatifs, comme on les voit éclore aujourd'hui dans beaucoup de villes, et en particulier à Bruxelles, qui viennent d'initiatives d'ailleurs de politiciens dont on ne s'attendrait pas qu'ils soient favorables à ça, ou de conseils citoyens, ces initiatives restent de l'ordre du symbole, sont souvent très peu représentatives. Et la ville continue à se fabriquer par des approches fortement descendantes. Dans son livre « L'invention du quotidien », le sociologue Michel de Certeau écrit « La culture se fabrique au quotidien, dans des activités banales et chaque jour renouvelées. Selon lui, les citadins ne se contentent pas de consommer, ils produisent et inventent le quotidien. » Il nous parle des communs, en fait, là. Aujourd'hui, dans plusieurs colloques, la question des communs revient.
articulé par rapport à la question de la ville. J'ai repris quelques interrogations, quelques questions que j'ai retrouvées. Dans ces questions, je vous les lis. En quoi les pratiques des communs retravaillent-elles les usages de l'espace public comme lieu privilégié des sociabilités urbaines, mais aussi comme espace de débat, voire de délibération? Les collectifs qui s'emparent des communs expriment-ils une critique sociale? Si oui, sur la base de quel espace public rêver ou revendiquer de quelle forme de propriété et d'appropriation? Quelles sont les sphères publiques où s'exerce cette critique? Dans quelle mesure ces expériences offrent-elles matière à repenser le droit à la ville, les articulations entre civilité et citoyenneté? On voit qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de réappropriation, des désirs très très forts. On le voit à la ville de Gand, par exemple, réoccuper des rues, occuper des places, se réapproprier l'espace public, sortir des murs. On voit que c'est quelque chose qui est en train d'être revendiqué un petit peu partout. Comme aujourd'hui la codécision aussi, qui commence à s'affirmer un peu partout. On n'est pas seulement aujourd'hui dans une espèce de participation feinte qui ressemble plus à une approbation du public. Les gens réclament bien plus que ça. Ils veulent avoir vraiment leur mot à dire et faire partie prenante de la codécision aussi. Donc on va en venir aux questions territoriales, parce qu'elles sont centrales. Donc quel lien entretiennent aujourd'hui les biens communs avec le développement des territoires? On observe aujourd'hui une recrudescence d'initiatives fondées sur le concept de bien commun, dans le contexte de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement des territoires. Mais ne nous y trompons pas, le territoire comme bien commun a été attaqué sur les fronts de la privatisation, des enclosures, de l'accaparement ou encore de la marchandisation de ses principales composantes, comme nous l'avons énoncé plus tôt. Les communs, abordés sous des aspects économiques et juridiques, commencent seulement à questionner la dimension territoriale. Il s'agit cette fois d'interroger la mobilisation de la notion des biens communs par les géographes et les urbanistes, en particulier en lien avec le mouvement des territorialistes. Placer le bien commun territoire, nous dit Alberto Magnani, qui est un territorialiste italien, au centre des politiques publiques, permettra de concilier la dimension qualitative et non pas seulement quantitative des biens individuels qui la composent. L'eau, le sol, les villes, les infrastructures, les paysages, la campagne, les forêts, les espaces publics et ainsi de suite. La notion est utilisée pour reformuler ou réinterpréter un certain nombre de problématiques auxquelles sont confrontés différents types de territoires, qu'ils soient caractérisés comme urbains, périurbains ou ruraux, à des échelles variées. Des exemples en sont donnés par la transition énergétique avec des formes de gestion décentralisée, l'aménagement participatif des espaces publics, le développement de l'économie circulaire. On voit que des plans, Bruxelles porte un plan aujourd'hui qui s'appelle le PREC, le plan régional d'économie circulaire, ça n'en fait pas pour autant un commun, ou par la redécouverte des vertus des coopératives de logement comme une réponse communautaire au déficit de l'offre, aussi bien publique que privée. En particulier en termes d'habitat, on voit que la force publique qui était censée proposer un certain nombre d'habitats qui doit saisir cette question-là, ne la saisissent pas et paradoxalement se tourne encore du côté du privé, et donc le privé se substitue aux missions régaliennes qui sont celles du service public normalement. Pour les territorialistes, le concept de transition du territoire et du paysage est assimilable en général au retour au territoire par une nouvelle civilisation capable de régénérer son contexte de vie. Dans l'imaginaire territorialiste, la transformation s'adresse à la biorégion urbaine, une transition holistique et intégrée du territoire économique, politique, écologique, sociale, qui vise à la félicité publique. La biorégion urbaine transfère ses pensées socio-économiques dans la structure des territoires et montre la possibilité d'une organisation alternative pour le bien-être. Ainsi, la biorégion urbaine, constituée d'une multiplicité de systèmes territoriaux localisés et eux-mêmes organisés en grappes de petites villes et villes moyennes, en équilibre écologique, productif et social avec le territoire, peut s'affirmer aussi grande et puissante qu'une métropole. Force est de constater qu'il n'y a pas d'opposition entre le projet territorialiste, que ce dernier serait même plutôt complémentaire avec le projet mutualisme, le nouveau mutualisme, le nouveau municipalisme qui émerge aujourd'hui. C'est
c'est le prochain point que je vais aborder, c'est le municipalisme, l'autogouvernement et le renouvellement démocratique. Régis, encore 5 minutes. Je vais y être. Les villes peuvent peut-être changer le monde. Considérées comme des espaces où se joueront en grande partie les luttes politiques du XXIe siècle, les villes tardent pourtant à susciter l'attention qu'elles méritent dans les cercles progressistes. Le mouvement municipaliste figure donc comme une des réponses à une crise plus symptomatique de la démocratie représentative et de la distanciation qu'elle a instaurée avec les citoyens et les citoyennes dans le rapport, la pratique, l'imaginaire, mais aussi les espaces et les temps de l'exercice du pouvoir politique. La transition vers le municipalisme se présente comme une solution de rechange au néolibéralisme, mais ne peut se limiter à des projets comme ceux défendus dans le film Demain, par exemple. D'où l'idée du commun comme principe institutionnel que l'on ne doit pas confondre avec l'autogestion, c'est-à-dire l'organisation démocratique du travail. Le commun est concrètement l'autogouvernement dont la base territoriale est la cité. Ainsi, le municipalisme, cette théorie qui met les assemblées citoyennes au cœur du système, trouve un terrain d'expérimentation particulièrement fertile grâce à un tissu associatif, militant, coopératif, culturel, particulièrement dense et dynamique dans nos territoires. Le municipalisme témoigne d'un renouvellement démocratique certain qui repositionne les acteurs, les actrices vis-à-vis de leur propre pouvoir et de celui de ceux qui les entourent dans l'action publique municipale. Il déstabilise les représentations et les pratiques du pouvoir hérité d'une démocratie représentative fatiguée. En cela, le municipalisme est subversif et questionne notre liberté et nos responsabilités dans la qualité démocratique de nos sociétés et de nos institutions. Il montre enfin que la ville est au cœur des contradictions du capitalisme avancé. Une tension de plus en plus forte s'exprime entre le développement de la ville néolibérale et des revendications du droit à la ville, déjà théorisé il y a 50 ans, comme vous avez pu le voir, on n'a pas beaucoup avancé. Le municipalisme permet d'expérimenter de nouvelles hypothèses en termes de relation à l'autre, de construction du bien commun, d'organisation et d'animation des processus décisionnels, de création de nouveaux espaces-temps. Le municipalisme aujourd'hui à l'œuvre se montre fidèle aux penseurs de l'écologisme libertaire. Je pense à l'américain Murray Bookchin, qui est contemporain du français André Gorz, qui a beaucoup écrit en particulier sur la décroissance. Ainsi, Bookchin a élaboré patiemment une armature institutionnelle à son programme d'écologie sociale. Le municipalisme libertaire propose une solution de rechange radicale à nos démocraties participatives directes, exercée au niveau local grâce à une profonde décentralisation du pouvoir. En outre, dans la continuité de la puissance visionnaire de Murray Bookchin, le municipalisme, qui est aujourd'hui saisi depuis les municipalités du changement en Espagne jusqu'à celle du Brésil, du Québec, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la France ou encore même des provinces kurdes du nord de la Syrie, est fait la preuve que transition écologique, sociale et démocratique sont intimement liées. Le municipalisme, que nous pensions limité à l'échelle de petits villages, de milliers d'habitants, fait aujourd'hui la preuve de son existence et de son efficacité auprès de villes de bien plus grande ampleur. Je pense à des exemples espagnols comme La Coronne, qui compte 250 000 habitants, Valence, qui en compte 800 000, et Barcelone, où on a vu la montée, l'accession au pouvoir de mouvements qui étaient citoyens. Alors ils ont choisi la voie politique, on peut en choisir d'autres. Je pense à Ada Colau, et qui par le mouvement qui s'appelle Barcelone en Común, donc Barcelone en commun, a pris la municipalité. On le voit, ce municipalisme est une contribution à des démocraties d'émancipation et de justice sociale écologique, ouverte et plurielle, et c'est certainement une voie aujourd'hui qu'on va devoir suivre et qui ne s'oppose pas du tout à d'autres mouvements qui peut-être sont plus centrés sur les villes. On voit que les deux échelles ont des capacités à se retrouver. Pour finir avec la question des communs urbains et des nouveaux tiers-lieux. Répétons-le, les communs urbains prennent corps à partir des pratiques de commoning, et non pas de simple reconnaissance juridique d'un bien ou d'un lieu en tant que commun. Le commun est produit chaque jour dans la vie, nous dit David Hervé. Par exemple, par ceux qui s'y engagent quotidiennement à maintenir les caractères culturels, ethniques et sociaux de leur quartier. Le droit d'avoir des droits est avant tout le droit d'accéder à l'espace public en termes pratiques, mais aussi symboliques. Quant à la notion de tiers-lieu, elle voit le jour en 1989 dans les écrits de Ryan Oldenburg. Pour ce sociologue urbain, les tiers-lieux correspondent à un point d'ancrage de la vie communautaire qui favorise les échanges
au niveau local. Il se distingue du domicile et du travail, mais on peut également le définir comme un espace physique prévu pour accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci de partager librement ressources, compétences et savoirs. On y trouve des espaces de travail partagés, des Fab Labs, des Makerspace, des Hackerspace, bref, des lieux collaboratifs, des lieux ouverts. À Madrid, les Laboratorios Ciudadanos, les laboratoires citoyens, constituent des lieux d'expérimentation et d'investigation de ce qu'il est coutume d'appeler les communs urbains. L'exemple espagnol nous montre que les tiers-lieux peuvent être des espaces d'expérimentation démocratique face à la crise économique qui touche le pays. Par ailleurs, les laboratoires citoyens se développent de manière ascendante et sont encastrés dans les structures socio-culturelles des quartiers madrilènes. On observe à Madrid une certaine inflexion de la notion de droit à la vie d'Henri Lefebvre dont je parlais tout à l'heure. Les défis qui font face à ces nouveaux tiers-lieux sont de surmonter les difficultés du modèle à s'ancrer dans des problématiques locales et à assurer une planification fondée sur une vision partagée, loin de tout caractère élitiste, exclusif, comme ils sont parfois perçus. Bien avant que ces tiers-lieux voient le jour, j'ai été étonné de retrouver dans un ouvrage que j'ai lu le mois dernier, d'André Gors, encore lui, en 72, qui disait ceci, qui souhaitait ceci. En chaque quartier, chaque commune dispose d'ateliers ouverts jour et nuit et de machines où les habitants individuellement, collectivement ou en groupe produiront pour eux-mêmes hors marché. Et de préciser plus loin sa pensée. La production d'une variété illimitée de biens et services dans des ateliers et coopératives de voisinage assurera l'expansion de la sphère de la liberté et le dépérissement des rapports marchands, l'expansion de la société civile et le dépérissement de l'État. Alors comme vous voyez, lui, il n'a pas tout à fait la même notion de l'État, mais je trouve que c'est une véritable vision qui préfigure finalement ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui à travers ces nouveaux tiers-lieux, à travers l'émergence des communs qui sont en train de prendre place un peu partout. Je voulais terminer par ce petit tour d'horizon qui a été rapide et fort dense. J'espère que ça vous aura permis de mieux percevoir le formidable potentiel que recèlent les communs. Et en guise de conclusion, je voulais vous lire un petit élément de cette micro. Non, c'est pas le micro, c'est autre chose. Donc dans le petit manifeste, c'est un petit livre que je dois avoir ici, je ne crois pas qu'il est sur la table, c'est un manifeste pour une véritable économie collaborative. Nous sommes convaincus, dit Michel Boens, que cette stratégie de transition multimodale, centrée sur les communs, représente une opportunité de sortir par le haut de la crise actuelle et de répondre aux aspirations culturelles et politiques des nouvelles générations imprégnées par les communs. Les commoners sont déjà là, les communs aussi, ainsi que toutes les formes préfiguratives d'un nouveau régime de valeurs. Il s'agit bien de ça, il s'agit d'un régime de valeurs. Je vais essayer d'éteindre ça, même si je ne suis pas sûr. De d'Esquimaux. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre écoute active et si vous voulez prolonger la discussion, n'hésitez pas. Il y a mon mail, il y a mes coordonnées là. Un très grand merci aussi à toutes les personnes d'Habitat et Participation qui ont pris l'initiative d'organiser cette journée sur une thématique, il faut l'admettre encore, est un peu naissante dans notre pays. Et vous remercier parce que vous avez non seulement été très à l'écoute, mais vous avez fait preuve d'une organisation remarquable, bien que la journée ne fait que commencer. Merci.